Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Et d'abord, le patrimoine des ministres mis en ligne il y a moins d'une heure maintenant sur le site du gouvernement, gouvernement.fr. Cliquez sur une photo et vous savez tout ou presque, maison, compte en banque, voiture, même crédit à la consommation pour certains. L'exercice de transparence sera étendu aux parlementaires et aux présidents de collectivités territoriales. Alors avancée démocratique ou voyeurisme déplacé, voire dangereux, le débat sera ouvert dans le journal de 19 h avec nos invités. Les élus PS Laurence Rossignol, le centriste Yves Pozzo-di-Borgo, François de Closet qui a beaucoup écrit sur les Français et l'argent, et puis Emmanuel Rivière de TNS Sofres viendra nous dire quelle est la réaction des Français dans les sondages. Ils sont majoritairement favorables à cette transparence des patrimoines des élus. 67 opposants au mariage homosexuel libérés après une nuit de garde à vue. Ils entendaient s'installer dans des tentes devant l'Assemblée nationale. Reportage parmi les plus radicaux des opposants à la réforme qui doit être solennellement votée mardi prochain. Exercice de transparence, mais aussi invitation à la curiosité que certains élus de gauche et de droite jugent malsaine. L'énumération de ce que possède chaque ministre va alimenter les conversations. Alors, pour les nourrir, tout de suite, quelques éléments puisés dans les 37 déclarations mises en ligne. Mounir Soussi. Premiers enseignements de cette publication, plusieurs ministres sont assujettis à l'impôt sur la fortune. Michel Delaunay s'exprimait aujourd'hui sur 2 pages pour expliquer la composition de son important patrimoine de 5,4 millions d'euros qu'elle détient avec son mari. La ministre des Personnes âgées possède 3,1 millions de biens immobiliers avec 2 maisons à Bordeaux, une à Arcachon et une à Osgore, qui pour la plupart proviennent d'héritage. Marisol Touraine paye l'ISF, tout comme Laurent Fabius, qui déclare un patrimoine de 6,07 millions d'euros, le plus élevé du gouvernement. Il possède un appartement à Paris d'une valeur de 2 750 000 euros, plus 2 maisons, une en Ariège et une autre en Haute-Normandie. Il détient aussi une participation dans la maison d'enchères Piazza à hauteur d'1 200 000 euros confiée à un mandataire. Manuel Valls déclare un appartement de 254 500 euros à Évry et possède 1 589 euros sur ses comptes. Delphine Batho est la ministre la moins riche. Avec 16 085 euros en banque, la ministre de l'écologie ne possède pas d'immobilier ni de placement. Enfin, on apprend que Christiane Taubira est entre autres propriétaire de 3 vélos pour une valeur de 900 euros. Voilà donc tous les détails sur le site du gouvernement. Laurent Fabius, on vient de le voir, semble le mieux doté avec plus de 6 millions d'euros de patrimoine. Jean-Marc Ayrault affiche, lui, 1 550 000 euros dans le détail. Cela donne 2 maisons, un garage, plusieurs contrats d'assurance vie, une multitude de comptes à la Poste, la Société Générale ou encore la Caisse d'épargne. 2 voitures, dont le combi Volkswagen avec lequel il partait en vacances. Il est coté 1 000 euros dans sa déclaration de patrimoine. François Hollande, lui, possède un patrimoine inférieur à celui de son Premier ministre de plus d'1 million d'euros au total, qu'il avait d'ailleurs déjà déclaré durant la campagne présidentielle. La maison de Mougins pèse pour environ 80%. Depuis, ça n'a pas changé, précise l'Élysée, qui note que le compte courant à la Société Générale est passé à 5 500 euros en légère progression. L'idée de publier les feuilles d'impôt, un temps évoqué par Jean-Marc Ayrault la semaine dernière, n'a plus cours. Les parlementaires devraient aussi être à l'avenir concernés par cette transparence des patrimoines, donc dans la future loi de moralisation, qui pourrait aussi sonner le glas de la réserve parlementaire. Explication de Mathilde Bélanger. Réserve parlementaire. Cette cagnotte est attribuée chaque année aux députés et sénateurs qui la redistribuent ensuite sur leur territoire. Au Sénat, les avis sont partagés. Pour beaucoup, ce système est d'abord une aide pour les acteurs locaux. Ça me permet d'aider les associations et puis lorsque une commune a besoin d'une aide, je la donne. Ce qui me reste n'est pas si important que cela, donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de supprimer ça aussi. La réserve coûte chaque année 150 millions d'euros à l'État. 90 millions vont aux députés, 60 millions aux sénateurs. Mais plusieurs problèmes sont pointés du doigt. L'inéquité des dotations entre les élus, le manque de transparence et l'aspect clientéliste du système. Récemment, le sénateur Philippe Marini s'est fait épingler pour avoir largement financé avec cette somme le centre équestre de sa ville de Compiègne. Je ne vois pas de quel droit un parlementaire peut avoir une somme dont il dispose librement pour financer tel ou tel type d'opération. J'ai demandé à plusieurs fois que ça soit attribué de façon égalitaire entre tous les parlementaires.
sans distinction d'appartenance à commission ou d'ancienneté et autres. Il n'y a pas moyen d'y arriver, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on arrête les frais. D'autres plaident pour une réforme du système, c'est le cas de Jean-Louis Masson. Le sénateur de la Moselle a présenté un projet de loi visant à rendre publique l'utilisation de cette réserve. Lorsqu'un sénateur, par exemple, s'en met plein les poches par le biais d'une association bidon, eh bien, comme ça serait publié, tout le monde saurait que l'intéressé a agi de manière malhonnête et automatiquement, eh bien, il y aurait des poursuites judiciaires à son encontre. Argent, famille, la France se crispe, titre Le Monde ce soir, qui fait le lien donc entre les deux sujets pour évoquer une semaine à haut risque pour l'exécutif. Des opposants avaient l'intention de camper devant l'Assemblée nationale. Ils ont été gardés à vue une bonne partie de la nuit. Reportage d'Aurélien Romano sur ces ultras que la Manif pour tous ne parvient plus à canaliser. C'est ici, rue de l'Évangile, dans le 18e arrondissement de Paris, que 67 membres du Camping pour tous ont été mis en garde à vue après une tentative de camping sauvage devant l'Assemblée nationale. Des ordres invraisemblables qui aboutissent à la garde à vue dans des conditions au demeurant dignes et décentes, nous avons pu nous en assurer, de 70 jeunes dont le crime principal est de s'être installés devant l'Assemblée nationale, comme plein de gens le font, devant plein de parlements du monde, dans une forme contemporaine assez fréquente d'expression de la démocratie. Une action non revendiquée par le collectif Manif pour tous, mais soutenue par ses membres. Ils affirment se conformer à la non-violence et au respect du droit. La présence d'extrémistes et de groupes harcelant les forces de l'ordre dans leur rassemblement, ils la réfutent catégoriquement. Mais vous les avez vus dans nos manifs? Mais arrêtez de dire ça. Arrêtez cet amalgame. Soyez vous aussi citoyens, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'amalgame à faire. C'est pas les mêmes, d'accord? Il y a un moment, ça s'arrête et il y en a d'autres qui arrivent. Eh bien, vous demanderez à M. Valls qu'il fasse le ménage. Voilà. Si ces gens n'ont pas d'avoir à l'expression parce qu'ils sont anti-républicains, eh bien que le gouvernement fasse son boulot. Le gouvernement serait responsable des violences, c'est aussi le propos de l'Institut Civitas, membre du Printemps français, un mouvement appelant à une contre-révolution et comparant le gouvernement au régime Ben Ali ou Moubarak. Au sein de la Manif pour tous, il y a des gens qui sont pour cette lame de fond qui est en train d'emporter le pays, donc qu'on appelle le Printemps français. À Civitas, nous nous rapprochons aussi de cette lame de fond, mais complètement informelle. Voilà. Je veux dire, et les violences, quant aux violences, je vous le dis, elles sont du côté des forces de l'ordre, pas des nôtres. Encore une fois, je vous demande de me faire le compte des voitures brûlées qu'il y a eu, ou des CRS blessés, tout ça, il n'y en a pas eu. Le mouvement anti-mariage se fissure et se radicalise sur des actions ponctuelles. Pour ressouder les troupes, les Manifs pour tous appellent à un rassemblement dimanche et ils participeront à la journée du 5 mai, mais pas au même endroit que Jean-Luc Mélenchon, précise-t-il. Harcèlement des ministres comme Manuel Valls hier soir à la sortie d'un concert Salle Playel à Paris. Coup de force, une soixantaine de militants anti-mariage gay s'en sont pris vendredi soir au sénateur UMP Alain Milon dans le Vaucluse, le traitant de traître. On sait que ce sénateur s'est déclaré favorable au mariage gay. On s'est fait boxer, raconte-t-il sur publicsénat.fr. Une gendarme a été blessée. Autre violence aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. De vifs affrontements ont opposé des opposants au projet d'aéroport, cher au Premier ministre, aux forces de l'ordre. 3 gendarmes ainsi qu'un manifestant ont été blessés lors de ces heures après plusieurs mois de calme relatif. Le débat du jour au Sénat sur la réforme du mode de scrutin des élections cantonales. Ces dernières vont changer de nom en 2015. On parlera alors d'élections départementales. On ne votera plus pour un seul candidat, mais pour un binôme homme-femme, une invention unique au monde, mais approuvée par le seul PS, Joachim Rob. Le texte peut paraître compliqué, mais il s'agit d'une réforme majeure des élections locales. Concrètement, dans chaque canton, les électeurs ne voteront plus pour un seul candidat, mais pour un binôme, obligatoirement un homme et une femme. Il n'y a pas d'alternative à ce scrutin. Demain, 85% de la population française bénéficiera donc d'un conseil municipal paritaire, élu au scrutin de liste. Et je dis bien 85%, je le dis à ceux qui considèrent qu'on ne va jamais assez loin. Le but, développer la parité dans les assemblées départementales qui comptent aujourd'hui moins de 14% de femmes. Autre conséquence, les cantons vont être redécoupés, une première depuis 1801, et leur nombre sera divisé par 2, passant de 4000 à 2000, une erreur selon l'opposition. Pour prendre mon département, un canton qui avait 3000 habitants, désormais on aura un minimum de 30 000. Ça dilue, le moins qu'on puisse dire, ça détend considérablement le lien de proximité qui existait jusqu'à présent. À 2 reprises déjà, les sénateurs ont rejeté le texte que les députés ont adopté. Une commission mixte paritaire devait permettre de rapprocher les deux partis.
avant une nouvelle discussion en séance. Nos invités, donc, la sénatrice PS Laurence Rossignol et porte-parole désormais du Parti Socialiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. En face de vous, le sénateur centriste Yves Pozzo-di-Borgo. Bonsoir, monsieur Di-Borgo. François Decloset, donc, est avec nous, et Emmanuel Rivière de TNS Sofres, car on a envie de connaître évidemment quelles sont les attentes des Français et quelle est même d'ores et déjà leur réaction à cette publication des patrimoines. Est-ce que tous ici autour de cette table, à 17h, bon, il y a eu un peu de retard, vous vous êtes précipités sur le site gouvernement.fr? François Decloset? Non, preuve de civisme, ça ne m'intéresse pas. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale. Nous sommes tous comme vous. On ne veut pas tellement savoir forcément ce que possèdent les élus, mais nous sommes poussés à la curiosité. Voilà. Et précisément, il y a un premier problème, c'est que moi, ce qui me pose en tant que citoyen question, c'est de savoir s'il y a eu enrichissement. Comment les hommes politiques ou les femmes politiques se sont enrichis en cours de mandat, ça c'est très important. En revanche, associer ce qui ne devrait être qu'une information, qui est le patrimoine, moi j'ai une taille, j'ai des diplômes, j'ai un patrimoine, tout sont des informations. Et là, tout à coup, on est en train de transformer le patrimoine en un élément d'évaluation de la personnalité. C'est le cas aux États-Unis. Vous valez ce qu'est votre patrimoine. Mais là-bas, aux États-Unis, il n'y a pas de délit de richesse. Au contraire, c'est plutôt bien porté. Aux États-Unis, il faudrait faire une loi pour interdire aux gens de publier leur patrimoine. Vous avez beaucoup étudié les rapports des Français avec l'argent. C'est un sujet qui est tabou, mais c'est un tabou qui est brisé. Vous aimez briser les tabous, François Decloset? Bien sûr, mais vous ne pouvez pas dissocier une législation comme cela du cadre culturel. En France, il se trouve que nous avons une certaine conception de l'argent qui, contrairement aux États-Unis, culpabilise la fortune. Alors, maintenant, nous risquons de faire des élections dans lesquelles il faudra acheter un député à bon marché, le vôtre, il gagne 4 500 par mois. Non, moi j'en ai un meilleur, il n'est qu'à 4 000, etc. C'est grotesque. Le patrimoine ne dit rien quant à la valeur de l'individu. L'évolution du patrimoine peut dire beaucoup quant à la façon dont il exerce son mandat. Alors, Laurence Rossignol, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques sur cette mise à nu de nos ministres pour commencer? Écoutez, je pense que... Va-t-on juger les ministres en fonction de leur patrimoine? Non, mais les Français sont bien plus éclairés qu'on ne le croit. Les Français ne sont pas uniquement fixés sur des critères de ce type. Ils savent très bien que, d'abord, ne croyez pas qu'ils ne connaissent pas leurs voisins. Madame Delaunay, ce matin, a rendu public son patrimoine. Tout Bordeaux connaît la famille et elle n'a pas appris grand-chose à qui que ce soit. Enfin, elle est meurtrie, hein, la ministre. D'accord, elle est meurtrie. Elle explique qu'elle est meurtrie. Non, il n'y a rien d'humiliant. Elle est très embarrassée par la publication de son patrimoine qu'elle partage d'ailleurs avec son mari. Je trouve que c'est humiliant ce qu'on a fait faire aux ministres. Je trouve que c'est très humiliant. C'est rentrer dans leur vie privée. Ce n'est pas correct. Je suis d'accord avec M. Decloset. Il faut que l'on puisse voir s'il y a enrichissement. Ce qui se passe d'ailleurs au Parlement, vous avez fait déclaration. Moi, j'étais la deuxième fois que je suis élu sénateur. Pardon, je suis désolé. J'étais juste en train de commencer ma phrase quand vous avez... Allez-y, madame. Laurence Rossignol, vous terminez ce que vous vouliez nous dire. C'est un moment désagréable à passer. Le monde politique n'a pas été capable de se réguler par lui-même sur ces sujets que nous traînons depuis des années. Des années. La Ve République, c'est aussi la République des affaires. Et si on prend la précédente, c'était encore la République des affaires. Et nous n'avons pas su faire. Parce qu'à chaque fois que des rapports ont été commandés, des rapports ont été réalisés, ils se sont perdus devant l'obstination parlementaire. Voilà, ils se sont perdus devant une espèce de résistance molle. À un moment donné, à force de refuser, ça arrive. Alors c'est un moment désagréable. Les Français savent très bien que ce qui est en jeu, c'est pas combien à chaque parlementaire ou ministre, c'est combien il aura à la fin. Et ils vont regarder ça ou pas. Ils vont regarder pour le leur. Ça va durer quelques jours. On est la génération qui essuie les plâtres. On est la première. Et ben voilà, fallait que ça arrive, c'est arrivé. Pour ma part, je suis extrêmement sereine sur cette affaire-là et j'ai confiance dans le fait que les Français ne mélangent pas tout. Vous, demain, comme parlementaire, vous vous prêterez volontiers à cet exercice? Sans aucune difficulté. Et vous, monsieur Pozzo-di-Borgo? Si la loi le fait, bien sûr, je le ferai, mais je trouve que c'est stupide. Je dis autant que la déclaration qu'il y ait le pouvoir de la commission qui nous surveille et qui puisse transmettre au bureau de l'Assemblée, parce qu'on a aussi un problème. Dans cette affaire, moi-même, j'étais dans des cabinets ministériels.
c'est dans l'exécutif qu'il peut y avoir la corruption. D'ailleurs, quand on analyse bien les choses, c'est toujours l'exécutif. Comment voulez-vous qu'un parlementaire soit corrompu? Parce que comment ça ne les intéresse pas? On fait que du général. Par contre, mais certains d'entre vous cumulent toujours des fonctions exécutives dans les collectivités territoriales. C'est là-dessus ou là-dessus la commission. Non, mais c'est là-dessus où la commission qui existe doit avoir beaucoup plus de pouvoir et surveiller tout cela. Moi, je suis entièrement d'accord. J'ai fait 2 fois déclaration la première fois quand j'étais élu. Quand j'étais réélu, j'ai eu un petit héritage. J'ai fait que je donne mon acte notarié, mes comptes bancaires, tout. Et c'est très bien. Et je refuse pas. Par contre, la publication, écoutez, la vie politique est déjà une vie qui est très difficile pour les ministres comme pour les parlementaires. Et je trouve c'est humiliant de leur rentrer dans leur salle de bain, dans leur cuisine. Et moi, aujourd'hui, j'ai refusé à regarder leurs déclarations parce que je trouve c'est humiliant pour ces ministres, dont beaucoup je les respecte. Et ça m'a choqué. Deuxième chose, je voulais dire aussi, ce qui est très important, c'est que nous sommes dans une logique de répartition des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, c'est l'exécutif qui était coupable avec cette affaire Cahuzac. C'est l'exécutif, un ministre qui a humilié l'Assemblée nationale en disant les yeux dans les yeux ce qu'il a dit et qui en rend responsable le Parlement. Et c'est là que le Parlement se défend. Ça m'a profondément choqué qu'un président de groupe socialiste à l'Assemblée nationale dise « Oui, c'est au président de la République à faire ça ». C'est pas vrai, parce que c'est l'exécutif qui a été corrompu. Et c'est l'exécutif qui a menti à l'Assemblée nationale. Et c'est l'exécutif qui a menti au Sénat. Et c'est au Sénat et à l'Assemblée nationale à réagir et à montrer que justement, eux ne sont pas coupables et corrompus. Alors, Laurence Rossignol, que dites-vous à cela en diffusant peut-être le parfum du tous pourris, c'est le risque. Est-ce que ce ne sont pas les plus pourris qui pourraient mieux s'en sortir, comme l'écrit Jacques Julliard cette semaine dans Marianne? Aujourd'hui, on est dans une situation où de toute façon, à un moment donné, il fallait purger. Moi, j'en suis absolument convaincue. Ça fait trop longtemps qu'on regarde des collègues, des hommes politiques, dont on pense, on sait, on entend dire... Dans le gouvernement précédent, il y avait quand même des instructions qui étaient ouvertes à l'encontre de ministres du gouvernement. Ils n'étaient pas encore mis en examen, certes, mais ça ne les a pas empêchés de rester ministres jusqu'au moment où on a bénéficié d'un remaniement ministériel qui a permis de les exfiltrer. Mais toute une période, ils étaient en procédure d'instruction et ministres. C'est pas bien de montrer ça aux gens. Donc, à ne pas avoir pris au moment où il fallait les prendre les bonnes décisions, on se retrouve à prendre des décisions qui peuvent sembler brutales. Mais aujourd'hui, je mets vraiment en garde toutes les formations politiques qui voudraient résister à ces lois que le président de la République a proposées la semaine dernière, parce que leur refus serait encore plus dévastateur que ce qui les menace avec la publication de leur patrimoine. C'est votre sentiment, Emmanuel Rivière, vous qui prenez en permanence le pouls de l'opinion, notamment sur ces questions? Alors sur ces questions, l'opinion a une attitude assez ambiguë. Sur le fond, il ne croit pas beaucoup que la publication du patrimoine du personnel politique et des ministres changera quoi que ce soit à ce qui est à l'origine de l'affaire, c'est-à-dire un acte de corruption, de fraude de la part d'un responsable politique de premier plan. Cela étant, ils ne sont pas mécontents. Ils approuvent cette décision de rendre publique parce qu'ils ne sont pas mécontents que dans cette circonstance où l'ensemble du personnel politique a été mis en cause, à leurs yeux, eh bien, il y ait un acte un petit peu de contrition, une manière de rendre compte, une obligation qui leur est faite. C'est un peu une forme d'inversion du rapport de force. Les Français, dans ces circonstances, aiment bien reprendre un peu le pouvoir sur leur pouvoir et leur dire bah oui, c'est pas inutile. Est-ce qu'ils ne vont pas être en colère pour certains d'entre eux? On a entendu des reportages comme l'autre matin à la radio par exemple sur les terres électorales de Marisol Touraine avec des électeurs, ces électeurs parfois qui ont découvert qu'elle payait l'impôt sur la fortune. Et on en a entendu certains dire, bah dans ce cas-là, comment peut-on nous demander à nous de faire des efforts et la prochaine fois, on votera Front National. On entend ce discours-là. Les gens nous disent... Vous pensez comme Laurence Rossignol que ça va passer? Les gens nous disent dans les enquêtes que le fait qu'une personnalité politique soit fortunée n'est pas un critère de jugement. Maintenant, c'est vrai qu'en particulier, de la part de responsables politiques de gauche, le rapport à l'argent, dont on disait tout à l'heure qu'il n'était pas simple dans notre pays, peut avoir un effet. Mais je pense que le danger, là, il est ailleurs, sur cette question de la publication du patrimoine. C'est typiquement le genre de sujet que les Français vont adorer détester. Je veux dire par là qu'ils vont s'y intéresser, ce sera difficile d'y échapper ce soir, et ils vont se dire, mais c'est quoi ce déballage, c'est pas le vrai sujet, c'est pas la vraie question, tout en ayant ces petites attitudes un peu voyeurs. De la même manière, ils nous ont reproché à tous, les médias, les commentateurs, de beaucoup parler de l'affaire DSK auquel ils s'intéressaient avec avidité, et puis quand on leur demandait à la fin de l'année, alors de quoi a-t-on trop parlé cette année? L'affaire DSK, je prends le pari qu'à la fin de l'année, ils nous diront que cette affaire du patrimoine des ministres, on en aura trop parlé. Mais au passage, effectivement, je crois assez à cet effet de purge. Ben voilà, la politique, les politiques, même si c'est par le fait d'un homme, a été prise en faute, eh bien, il restitue aux Français. Est-ce que François Hollande doit se mordre la langue d'avoir déclaré
avant d'être élu, qu'il n'aimait pas les riches. Et il avait fixé la barre à 4 000 € par mois. François Closet, ça vous fait rire, ça? C'est une phrase catastrophique, honteuse. Je voudrais dire que cette phrase est honteuse dans la bouche d'un diplômé de HEC. Je veux bien que des gens ne connaissent rien à rien, mais ce qu'il y a de plus choquant dans cette phrase, c'est de parler des riches. Pourquoi? Parce que parmi les gens fortunés, vous avez des spéculateurs, vous avez des rentiers, vous avez des héritiers, et puis vous avez des créateurs, et vous avez des entrepreneurs. Faire l'amalgame, c'est ne pas être un homme politique. La politique, ça consiste précisément à faire la différence et à traiter différemment les différentes formes d'enrichissement et à apprendre aux Français qu'effectivement, il y a certaines formes d'enrichissement qui sont tout à fait contestables. Il y en a d'autres qui sont indispensables. Pourquoi, selon vous, en France, on considère toujours l'enrichissement comme suspect et la personne qui a amassé une fortune comme quelqu'un qui doit rendre des comptes? Il y a une exception. Michel, il y a une exception. C'est le gagnant du loto. Et c'est ça qui est honteux. C'est que le gagnant du loto, il est acclamé. Il est acclamé parce qu'il ne le mérite pas. Alors que celui qui a gagné de l'argent grâce à son travail, qui le mérite, il est suspecté de n'avoir pas toujours été honnête. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut faire une certaine éducation, je dirais, de l'argent. Et j'aurais préféré qu'on fasse ça progressivement. Il faudra le faire, vous avez tout à fait raison. Mais de le faire comme ça, soudainement, en 8 jours, c'est le prix à payer pour ne pas l'avoir fait plus tôt, mais c'est mal fait. François Closet, vous avez cité le cas des États-Unis. Ils ont une autre mentalité, un autre rapport à l'argent. Mais le nôtre, il est peut-être très bon aussi. Il y a une forme de pudeur. Non, il y a une forme de tabou, effectivement. Lorsqu'on pose la question aux Français... Un tabou en critique, pudeur, on peut approuver. Mais aux États-Unis, vous êtes riche, on vous applaudit. En France, vous êtes pauvre, vous accusez la société. Aux États-Unis, c'est le pauvre qui est accusé. Donc je préfère notre conception. Mais il faut qu'on comprenne l'utilité de la richesse. Une forme de mythologie du sans-culotte qui fait que voilà, la pauvreté, quelque part, fait partie de notre patrimoine national. Mais les Français ne rejettent pas la réussite et la réussite financière. Là où, effectivement, il y a un tabou qui est franchi, c'est l'étalage de l'argent et de l'argent facile. C'est à ça qu'ils sont particulièrement allergiques. Mais les formes de réussite que sont aussi bien la réussite artistique, sportive, et même dans les affaires, mais c'est vrai que le type de trajectoire que les Français affectionnent, c'est quand on part de très bas et qu'on arrive tout en haut. Ça, on peut, sur ces trajectoires-là, obtenir l'assentiment et même l'admiration des foules. En parler, le montrer, et les Français eux-mêmes ont du mal à parler d'argent, en particulier d'ailleurs de leur patrimoine, de ce qu'ils possèdent dans des comptes en banque. Leurs dépenses, ça va, leur salaire, c'est plus compliqué, leur patrimoine, ils ont eux-mêmes du mal à en parler. Oui, mais moi, je suis assez convaincue que les Français savent que le patrimoine, c'est des histoires de vie aussi. C'est des histoires de famille. Moi, je suis fille unique. Si j'avais 4 frères et sœurs, mon patrimoine ne serait pas celui que j'ai. Mais chacun sait ça, que c'est des divorces, c'est des... Voilà. Et qu'un patrimoine... C'est tout ça qui est sur la table aujourd'hui. Non, ce qui est sur la table, c'est le résultat de tout ça. Mais vous savez, quand on est dans une situation qui est aussi difficile que celle que nous traversons en ce moment, dans laquelle on demande aux Français effort, rigueur et sentiment national quand même aussi, effort collectif, il est important... je crois que le président de la République a dit son objectif, c'est la République exemplaire. La République exemplaire, elle ne se fait pas en un coup de baguette magique, mais je pense que cette mesure-là nous met sur le chemin de la République exemplaire. Il y a des choses qui peuvent plus durer dans la somme des hypocrisies qu'on appelle pudeur, sur les 37, qui structure un certain nombre de choses. Laurence Rossignol, est-ce que vous avez été rassuré de voir que finalement, il n'y en a que 3, semble-t-il, qui payent l'impôt sur la fortune? Rassuré. Ni ça ne me rassure, ni... Mais moi, écoutez, j'ai pas de souci. C'est inquiétant d'avoir des ministres qui payent l'impôt sur la fortune. C'est sans commentaire. Enfin, ils payent l'impôt sur la fortune, c'est leur histoire. L'effet politique pour... C'est leurs histoires de vie aux uns et aux autres. Ça ne nous... Enfin, voilà, c'est dit. Comme ça, les Français savent. On verra après. Mais je rappelle quand même que ces histoires de patrimoine visent simplement à évaluer comment les patrimoines des élus et des responsables publics évoluent, se transforment pendant la période où ils sont aux responsabilités et où ils ont la maîtrise de l'argent public. Voilà, c'est quand même pas tout à fait quelque chose de... C'était la question sur peut-on être de gauche et payer l'ISF? Reconnaissez d'abord qu'il n'y a pas besoin de publier le patrimoine
pour faire cette évaluation que vous dites, qu'il suffit d'avoir une commission qui ait les pouvoirs et qui soit crédible. Et que ce n'est pas parce qu'on va mettre le patrimoine sous le nez des Français qu'on pourra faire ce contrôle. Donc, effectivement... Non, mais la commission le fera en plus. C'est-à-dire que la commission va travailler autrement qu'elle a travaillé jusqu'à présent. Il faut qu'elle travaille comme la commission de contrôle des comptes de campagne, qui épluche les comptes de campagne de 2000 candidats. Et croyez-nous, ils sont exigeants et pointilleux si elle travaille de la même façon. Mais voilà, mais moi je suis assez convaincue que dans 10 ans, on n'en parlera plus. En Norvège, ils font comme ça, puis ils n'en parlent plus. Le risque en ce moment, dans le climat de très grande défiance qu'on traverse, c'est que les Français n'aient pas totalement confiance dans une commission qu'ils supposeront constituée par les politiques eux-mêmes, qui s'autosurveillent. Sérieusement, si je peux me permettre, je veux simplement, on a un gouvernement qui pour la première fois est affaibli comme jamais un gouvernement en France a été affaibli, comme un président de la République a été affaibli. Jamais on a eu ça. Et qui perd vraiment les pédales. C'est une affaire qu'il faut faire en douceur, c'est une affaire qu'il faut réfléchir, et c'est pas une affaire qu'on fait pour réagir, pour se protéger des dégâts que sa majorité... Il y aura un débat parlementaire, notamment sur les mesures qui seront prises pour vous, parlementaires. Hein. Oui, bien sûr. Oui, il y aura un débat parlementaire, et il y a déjà des propositions qui ont été faites par les 2 présidents des groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat, pour que ces déclarations de patrimoine soient faites qu'on crée des règles. Pas de manière sauvage. Pas de manière sauvage, pas de manière voyeuriste. Je ne cite pas Claude Barthelone qui est très contre. Hein? Mais bon. Il faut étendre ça, je sais, aux maires, notamment à cause du foncier. C'est là qu'il peut y avoir des enrichissements, mais ne pas publier, mais vérifier qu'on ne s'enrichit pas en cours de mandat. Le faire au niveau communal, à mon avis, ce ne serait pas inutile. Merci à tous. Alors, question du Nouvelles.com aujourd'hui, le partenaire du 19h. Est-ce que vous allez consulter la déclaration de patrimoine des élus, des ministres? Vous avez répondu non à 49%. Vous voyez, comme quoi la France n'est pas voyeuriste majoritairement. Ça reste à démontrer. Mais en même temps, ils soutiennent la mesure. Donc ils ne sont pas voyeuristes, mais ils sont pour la transparence. Merci à tous. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bon déblog café. Bonsoir à tous et à demain.